Je vous présente notre invitée, Angélique Ferret, qui enseigne la philosophie. Donc pour une fois, c'est une philosophe qui s'empare du sujet de l'évaluation. Et elle est auteure de plusieurs livres, non seulement celui-là, dont nous allons parler cet après-midi, donc La tyrannie de l'évaluation, mais aussi elle a écrit à l'école des compétences. Le sous-titre est De l'éducation à la fabrique de l'élève performant. Et c'est effectivement de la performance qu'il est question beaucoup dans l'évaluation. Mais elle est aussi auteur avec le philosophe Miguel Benassaya de plusieurs autres titres et des titres parlants, très éloquents, par exemple Connaître et agir, L'engagement dans une époque obscure ou Plus jamais seul, le phénomène du téléphone portable. Il y a aussi le livre Éloge du conflit, des titres très éloquents. Et je ne cite que quelques-uns, hein, il y en a beaucoup d'autres. Donc aujourd'hui, il est question de l'évaluation, une évaluation qui est finalement omniprésente partout, que ce soit le secteur privé, que ce soit le secteur public, à l'école, à l'hôpital, au CNRS, à l'université, partout, on parle de l'évaluation. Et des nouvelles méthodes de management, bien sûr, sont appliquées dans le secteur privé. Et on vous dit, c'est au nom de la performance, au nom de la compétition, que vous devez être évalué, parce que si vous n'êtes pas performant, nous n'allons pas être compétitifs vis-à-vis de nos concurrents dans le même secteur. Chose comme ça. Et donc, en fait, c'est un peu la guerre de tous contre tous, parce que là, il n'y a plus question de... Si vous êtes évalué, il n'y a plus question de solidarité. Vous devez jouer les coudes et donner, tout faire pour être mieux que l'autre. Votre voisin, votre collègue. Et pourtant, l'évaluation est quelque chose qui, en même temps, est presque pas réclamé, mais il y a quand même certains qui sont pour l'évaluation. Ça passe très bien, l'évaluation, oui, parce qu'elle fait évoluer, elle sort le meilleur de nous, ce sont les choses qu'on entend, et elle nous fait passer par une épreuve, donc vous vous éprouvez, donc vous rendez visible aussi. La visibilité est très importante, vous êtes meilleur que les autres, et donc... c'est pas seulement dans le travail d'ailleurs qu'on s'évalue mutuellement, c'est aussi dans la vie intime, hein, de la vie qui continue à la maison par exemple, sur Facebook, vous continuez à être évalué selon le nombre d'amis que vous avez, selon le nombre de likes, tout le monde est dans le chiffrage, la quantité. Donc le qualitatif passe déjà à la trappe. Hein. C'est des critères purement quantitatifs. Donc on peut dire, d'où j'ai choisi ce titre, on m'évalue, donc je suis. Hein, et d'ailleurs c'est un chapitre dans le livre, évaluer, donc je suis. On existe par l'évaluation. Alors, puisqu'il n'y a pas complètement consensus sur le rejet de l'évaluation, je voulais demander à Angélique pourquoi elle a choisi ce titre de la tyrannie d'évaluation. Alors effectivement, c'est un titre provocateur, c'est-à-dire qui fait tout de suite apparaître l'évaluation comme d'abord un pouvoir, et ensuite un pouvoir qui nous tyrannise, c'est-à-dire qui exerce une emprise relativement totale, voire totalitaire sur nos existences. En fait, le livre est parti déjà du précédent. J'avais travaillé sur la notion de compétence dans l'éducation, moi-même j'enseigne, j'évalue. L'évaluation, c'est, disons l'évaluation au sens d'une institution, c'est-à-dire pas l'évaluation qu'on fait spontanément dans nos vies, bien sûr,
mais l'évaluation au sens d'une institution, elle s'exerce d'abord à l'école. C'est avec les systèmes scolaires que l'évaluation s'institue historiquement pour la première fois. Donc je suis vraiment dans une institution qui évalue depuis longtemps, depuis toujours, qui a été la première à le faire. Mais ces évaluations ont évolué depuis ces dernières années dans le monde de l'éducation. Et elles ont évolué notamment en parallèle à une évolution de l'évaluation dans le monde du travail. On est passé à une logique qu'on appelle, enfin qui tourne autour d'une notion qui est celle de compétence. Dans le monde de l'éducation, il s'agit de plus en plus d'évaluer des compétences chez vos élèves, chose qui se substitue à une évaluation notée. Et dans le monde du travail, on passe d'une logique de qualification à une logique de compétence. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus, dans le monde du travail, faire des bilans de compétences, des évaluations de compétences qui vont en permanence remettre en question le statut du travailleur, qui ne va pas être fixé une fois pour toutes à son entrée dans le monde du travail, de même que son salaire d'ailleurs, et ne va donc plus constituer une protection pour son parcours professionnel. Les évaluations dans l'école, elles évoluent en même temps que ces évaluations-là, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait de se caler sur les évaluations par compétences, sur la logique des compétences dans le monde du travail, et de faire en sorte que l'école elle-même fabrique, distribue des carnets de compétences, des bilans de compétences qui puissent ensuite servir à mesurer l'employabilité de la personne qui va entrer dans le monde du travail. Donc moi j'ai été confrontée à ça en tant qu'enseignante. J'ai découvert le système qui se cachait derrière ce passage en fait d'une logique, on dit, de transmission à une logique d'acquisition de compétences et d'évaluation de compétences. Et en fait, c'est à partir de ce que j'ai découvert, c'est-à-dire comment est-ce que l'école avait été soumise progressivement, était en train d'être soumise progressivement à un objectif de employabilité, fabriquer des individus qui soient employables, chose qui se substitue à un idéal qui était davantage républicain, fabriquer un citoyen qui soit capable de penser la collectivité dans laquelle il va être engagé. C'est à partir de cette critique que j'ai voulu élargir en fait la perspective, tout simplement à partir du constat que l'évaluation aujourd'hui, c'est pas seulement qu'elle a changé de nature dans le monde du travail, dans le monde de l'éducation, qu'elle est en train de changer de nature, c'est qu'aussi elle nous envahit. C'est-à-dire que l'évaluation, il y en a aujourd'hui partout, de plus en plus. Elle devient diffuse, omniprésente. Britt évoquait tout à l'heure l'évaluation sur Facebook. On voit bien qu'il s'agit aussi d'une logique dans laquelle les gens entrent sans y avoir été obligés. Vous voyez, parce que quand on vous oblige, évidemment, à subir des bilans de compétences régulièrement dans votre travail, c'est pas pareil que quand vous-même en fait vous entrez dans cette logique dans laquelle vous cherchez en permanence à savoir quel est votre capital santé, quel est votre capital ami, quel est votre capital etc. C'est-à-dire vous envisagez tout comme un capital, y compris vos propres compétences justement, donc vous cherchez à capitaliser pour devenir employable, etc. Et donc cette omniprésence de l'évaluation ainsi que son changement de nature, m'a fait penser qu'il y avait là quelque chose qui commençait à ressembler à une tyrannie. C'est-à-dire quelque chose qui envahissait nos existences et qui se substituait à, disons, une multiplicité de façons de donner sens et valeur à nos vies, à notre travail, à nos études, etc. Alors je m'explique un tout petit peu sur cette idée. Prenons l'exemple qui est le mien de l'enseignement. Ce qui fait que je donne valeur à mon enseignement, que du reste, je suis également évaluée par mes pairs, par mes élèves, etc. C'est tout un ensemble de choses, les retours que j'ai de la part des élèves, les retours que j'ai de la part des collègues, le fait que... quand je parle de retour, ça peut être une satisfaction immédiate, mais ça peut être aussi des parcours que je suis amenée à connaître par la suite. Ça peut être tout simplement le fait que la situation elle-même soit remplie de nouvelles expériences, d'enrichissement personnel, d'enrichissement collectif, etc. Bon, toutes ces dimensions, en fait, donnent valeur à mon travail.
sans qu'il y en ait une qui l'emporte sur l'autre. C'est-à-dire que c'est en fait une espèce d'évaluation réticulaire, une évaluation qui n'est pas chiffrable, qui a à voir avec le qualitatif, qui a aussi à voir avec la multiplicité des dimensions qui permettent cette évaluation. Il n'y a pas non plus une instance qui soit évaluante, même s'il peut y en avoir une. Il y a des inspecteurs, je suis également évaluée par mon chef d'établissement, il y a bien sûr les notes des élèves qui comptent, etc. Mais vous voyez, il n'y en a pas une qui l'emporte sur toutes les autres et fasse que tout le sens de mon travail se réduise à celle-ci. Supposons que une évaluation chiffrée, mettant en concurrence les enseignants les uns avec les autres, devienne l'évaluation qui, tout d'un coup, focalise toutes les autres, comme dans un entonnoir en quelque sorte. À ce moment-là, je risque de réduire le sens de mon travail à l'objectif de remplir cette évaluation de manière la plus satisfaisante possible. C'est ce que j'appelle une tyrannie. C'est-à-dire quand la multiplicité des façons que nous avons de donner sens et valeur à notre travail, de façon réticulaire, est canalisée par une seule évaluation, chiffrée, quantitative, et émanant d'une seule instance de pouvoir, qui, du même coup, fait de l'objectif d'être bien évalué par cette instance le seul objectif de mon travail. C'est-à-dire ça vient en quelque sorte remplacer l'objectif naturel du travail, chose qui aujourd'hui est évidente dans la société. Les gens se plaignent de ça, c'est-à-dire les chercheurs vont dire par exemple c'est la course au point, c'est la course à la publication au lieu de la recherche qui fait le sens de mon travail. Les policiers vont dire on est obligé de faire du chiffre au lieu de faire notre travail. Les enseignantes de maternelle vont, par exemple, prendre un objectif qui est celui d'une compétence, faire des ronds à leurs petits élèves, parce que c'est une compétence qu'il faut faire acquérir, au lieu de tout simplement faire entrer ça à l'intérieur d'un travail plus créatif, dans lequel faire des ronds n'est pas un objectif en soi, etc., etc. Donc en fait, l'objectif d'être bien évalué vient prendre la place de l'objectif naturel, de la finalité naturelle du travail ou de l'activité. Donc c'est ça en fait que j'appelle une tyrannie. Oui, et donc en quelque sorte, tu soulignes aussi que c'est en quelque sorte pratiquement contre-productif. À cause de ces exemples que tu viens de donner, par exemple de policiers qui cherchent à faire beaucoup de contrôles, le médecin, beaucoup d'actes médicaux. Remplir des lits, par exemple. Moi, je travaille dans une institution hospitalière. On voit bien que l'objectif de remplir des lits devient un objectif focalisant, par rapport auquel celui d'apporter un véritable soin, celui de, en l'occurrence, comme c'est un centre de soins-études, celui aussi de permettre aux élèves d'étudier, enfin aux jeunes d'étudier, etc., devient mineur. On atteint des situations absurdes dans lesquelles on va préférer, par exemple, prendre des personnes qui sont moins malades ou qui ont moins besoin de soins, mais parce que ça permet de mieux remplir des lits. Donc comment, en fait, l'objectif de performance vient remplacer l'objectif naturel du travail ou de l'activité. Oui, il y a aussi l'exemple des universitaires, des chercheurs qui font du nombre, des chiffres pour les publications. Et ça, forcément, c'est au dépend de la qualité, hein, parce que quand on est dans la quantité, on ne peut pas en même temps être dans la qualité. Des choses comme ça. Par rapport à la première partie, je voulais... Oui, la première partie où ce passage du travail à la vie personnelle, la vie à la maison, dans les réseaux sociaux, où on a bien intégré cette évaluation et on cherche la visibilité un peu narcissique avant tout. Est-ce que, si on transpose à nouveau au travail, est-ce que là, on a tellement bien intégré ça, est-ce qu'on n'est pas un peu dans la servitude volontaire, ou alors, en ce qui concerne la visibilité, dans la société du spectacle, cher Guy Debord? Oui, alors, après, effectivement, dans mon livre, j'essaye de ne pas prendre l'évaluation comme quelque chose qui va de soi, vous voyez, c'est-à-dire être évalué, ça peut vouloir dire tellement de choses différentes qu'il faut savoir de quoi on parle quand on parle d'évaluation. Et donc j'essaye de faire effectivement une historique
de l'évaluation, déjà à partir du moment où elle a été instituée, donc dans les systèmes scolaires. Comment ensuite l'évaluation s'est instituée dans le monde du travail, comment elle a évolué à l'intérieur du monde du travail, comment on est passé effectivement d'une logique de classification, de qualification à une logique de compétences, comment ceci a rejailli sur les systèmes scolaires qui de plus en plus ont intégré cette logique-là, comment l'évaluation a été aussi une question publique, une question politique en fait, c'est-à-dire évaluer les politiques publiques, chose qui historiquement s'est passée à peu près au milieu du XXe siècle. On a eu cette démarche en fait, politique qui consistait à évaluer l'efficacité des politiques publiques. Qu'est-ce que ça a signifié d'abord, sous quelle forme en fait, cette évaluation s'est d'abord instituée, sous une forme plutôt bureaucratique, dans laquelle on allait, selon des principes démocratiques, mettre en loi, en principe, en règlement, etc., des normes dont on allait contrôler l'application. Comment progressivement cette forme d'évaluation a été remise en question, notamment par les technocrates qui ont fait valoir le fait que c'était pas très efficace comme façon d'évaluer parce qu'on ne savait jamais finalement si ces politiques-là permettaient d'atteindre mieux les objectifs qu'on s'était fixés. Donc il fallait en fixer pour pouvoir évaluer l'efficacité des politiques publiques à remplir ces objectifs. Et comment progressivement on était passé, alors ça s'est passé avec le nouveau management public qui a été pas mal analysé ces derniers temps, notamment par les sociologues, avec Reagan et Thatcher. Le nouveau management public s'est servi de l'évaluation comme véritablement un instrument de mise en concurrence. Et l'idée c'était qu'il ne suffisait pas de poser des objectifs, mais de voir déjà si ces objectifs permettaient d'atteindre davantage de performance au sens économique de l'activité. Et comment est-ce que cette façon en fait de lire l'efficacité avait progressivement concerné des domaines qui jusqu'ici n'étaient pas soumis à une logique de performance comme les domaines de la santé, les domaines de l'éducation, etc., etc. Donc cette histoire de l'évaluation fait que quand on parle d'évaluation, et moi quand je parle de tyrannie de l'évaluation, c'est à une évaluation que j'appelle de type managérial, qu'on peut retrouver dans le monde du travail, qu'on peut trouver dans le monde de l'évaluation des politiques publiques. C'est à une évaluation de type managérial que je fais référence. Cette évaluation dans laquelle finalement la norme n'est pas véritablement fixée. L'idée c'est que la personne ou alors l'entité sociale doit se considérer comme n'étant jamais au maximum de ses capacités, au maximum de ses performances, au maximum de ce qu'elle peut faire. D'où cette idée qu'il faut toujours mieux faire, toujours se dépasser, et jamais rester sur ses acquis ou sur ses résultats. Vous voyez, c'est cette logique des résultats au sens où il faut faire mieux, en fait. C'est-à-dire pas au sens où les résultats, c'est appliquer la norme, mais au sens où les résultats, c'est toujours faire mieux, toujours être plus compétitif, plus concurrentiel, etc. Cette logique-là de l'évaluation, effectivement, elle implique aussi de la part des individus une forme différente de se conformer à l'évaluation. Et là, c'est effectivement toute une... ça ouvre en fait tout un champ de réflexion sur qu'est-ce qui fait qu'on va se soumettre à une évaluation. Qu'est-ce qui fait que l'évaluation, ça va marcher, pour le dire comme ça. Qu'est-ce qui fait que les gens vont rentrer dans la logique de l'évaluation. Et ça, depuis que l'évaluation instituée existe, c'est aussi un processus qui s'est développé, c'est-à-dire le processus de normalisation dans lequel la personne va chercher à se conformer à la norme qu'impose l'évaluation. Et c'est un processus, on va dire, c'est comme ça que l'appelle le philosophe Michel Foucault, un processus de subjectivation, vous voyez, dans lequel le sujet va chercher à se conformer à la norme qu'implique l'évaluation. Un processus de subjectivation qui, effectivement, peut s'apparenter à une servitude volontaire. Quand, par exemple, un élève
se considère comme nul en maths parce qu'il a une mauvaise note. Et qu'est-ce qui s'est passé en lui? C'est-à-dire qu'est-ce qui a permis ce pouvoir-là de l'évaluation? Absolument pas une force extérieure, voyez. C'est quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de lui, à savoir que lui pense, croit, que ceci résume son rapport aux mathématiques. Ce processus de subjectivation, c'est une forme de servitude volontaire dans le sens où c'est lui-même qui va, entre guillemets, accepter de croire qu'il vaut ça. C'est lui-même qui va accepter de s'identifier à cette valeur. Il intègre le regard de l'autre sur lui. Sans résistance, c'est ça qui est c'est effectivement une forme d'intégration de regard, mais regard de l'autre, c'est presque trop dire. Et en ce sens, là encore, c'est Michel Foucault qui prend cette image-là qu'il emprunte à Bentham, ce dispositif, on va dire, qu'il emprunte à Bentham, qui est celui du panoptique. En fait, Bentham l'a pensé sous la forme d'une prison, notamment, une prison panoptique. Ce serait une prison dans laquelle les gens, les prisonniers, se contrôleraient d'eux-mêmes sans qu'on ait besoin de les surveiller concrètement. Donc l'idée, c'est de faire une prison circulaire dans laquelle chaque cellule, voilà, je cherchais le mot, est vitrée sur l'intérieur. À l'intérieur, on met un mirador au centre, mais dont les vitres sont fumées, ce qui fait que le prisonnier ne peut pas savoir s'il y a quelqu'un à l'intérieur ou non. Et à partir du moment où il se croit observé, il suffit qu'il se croit observé en fait pour que ça marche, il va progressivement se contrôler de lui-même pour éviter la punition et intégrer la norme qu'on lui impose sans qu'il y ait besoin que quelqu'un soit là pour la lui imposer concrètement. Et il suffit qu'il la connaisse pour pouvoir... Donc en fait, son idée, c'est vraiment que le panoptique, c'est un dispositif dans lequel une société peut elle-même, en fait, se normaliser, se conformer à une norme, sans avoir besoin de quelqu'un qui exerce concrètement ce contrôle. Il suffit d'un dispositif qui automatiquement permette que la personne intègre progressivement la norme et donc se contrôle d'elle-même. Donc le panoptique, Michel Foucault le prend en fait comme modèle d'une société qu'il appelle disciplinaire, qui est une société qui justement utilise notamment le principe de l'évaluation pour discipliner les individus qui en font partie. Moi, ce que j'ai essayé de penser, c'était en ne croyant pas que les évaluations actuelles sont tyranniques, exercent un pouvoir alors que les évaluations d'avant n'en exerçaient pas. Vous voyez, c'est-à-dire sans penser qu'il y avait eu un changement radical qui faisait que l'évaluation qui était bien avant était devenue mauvaise. Et je pense notamment au monde de l'école, dans lequel c'est pas parce que vous êtes contre les évaluations par compétences qu'il faut être pour les évaluations notées qui exercent elles-mêmes un contrôle sur les individus et qui ont elles aussi des effets de normalisation. Une note est tout à fait capable d'empêcher un élève d'avoir un rapport positif à une discipline, de le mettre en concurrence avec ses camarades alors que rien ne s'est passé d'autre que le fait de recevoir cette note, et qu'en plus on peut tout à fait critiquer le fait que ce soit tels exercices qui soient utilisés pour évaluer, le fait que ce soit tel contenu qui soit posé en norme plutôt que tels autres, vous voyez, que ce soit telle discipline qu'on évalue plutôt que tels autres. Donc tout ça est tout à fait critiquable, mais néanmoins ça exerce un effet de pouvoir, un effet de contrôle sur l'individu. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il serait faux de dire que l'évaluation se rapprocherait d'une forme de séduction? À savoir, j'essaye de deviner ce qui va plaire à celui qui évalue, de le séduire pour justement rentrer dans ce fameux, cette fameuse norme. J'essaye de savoir ce qu'il attend. Je ne suis pas dans ma création à moi, moi c'est ce que je faisais à l'école. Essayer de cerner mon professeur, essayer de le séduire, comme la politique, essayer de séduire les lecteurs. Je ne sais pas si vous avez vu un documentaire qui s'appelle Corps et âme, qui est un documentaire qui avait été publié diffusé par Arte sur le monde du travail justement,
sur les nouvelles méthodes de management et en particulier sur les entretiens d'évaluation. En fait, c'est intéressant, c'est un documentaire vraiment qui se pose à l'intérieur d'une série d'entretiens d'évaluation. Et qui fait d'ailleurs pas grand-chose de plus que vous montrer concrètement ce qui se passe. Et puis ensuite, il y a un petit entretien avec les évaluateurs eux-mêmes. Vous voyez, mais bon, ça reste relativement neutre. Et c'est vrai qu'on observe, par exemple, à quel point les travailleurs, enfin les employés, cherchent, c'est évident, à deviner ce qu'on attend d'eux, ce qu'on voudrait qu'ils disent pour pouvoir les évaluer positivement. Et c'est d'ailleurs assez pathétique parce que à la fois les nouvelles méthodes de management sont des méthodes justement fuyantes dans lesquelles la norme n'est pas posée. Vous voyez, l'instabilité est une méthode de déstabilisation psychologique qui fonctionne très très bien et du coup vous les voyez courir après une norme inexistante, quoi, mais chercher à plaire d'une façon absolument désespérée. Oui, vous avez raison, c'est quelque chose qui effectivement s'apparente à la séduction. Et aussi, je pense que ce qui est important, c'est effectivement ce déplacement en fait, d'un rapport à soi vers un rapport à l'autre, mais au sens d'un rapport avec l'extérieur. D'un rapport avec ce qu'on imagine que l'autre pourrait vouloir de nous, pourrait penser de nous, etc., etc. Et du coup, on en oublie effectivement les choses qui nous concernent, nous. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos affinités, quelles sont les choses qui nous tiennent à cœur. Voyez. Donc il y a effectivement cet effet de déterritorialisation, un peu, de l'évaluation, qui nous désancre de nous-mêmes pour nous mettre en fait sur un terrain mouvant dans lequel nous ne savons jamais vraiment à quoi nous en tenir. Et je crois que ce pouvoir qu'exercent les évaluations aujourd'hui, c'est ce pouvoir, disons, qu'exercent les évaluations aujourd'hui principalement. Il y a un terme Il y avait un monsieur qui voulait intervenir. Quelle différence vous faites vraiment entre l'évaluation et le jugement ? Le jugement, c'est un élément de l'évaluation, mais c'est pas, il n'y a pas que ça dans l'évaluation, il y a la mesure. Justement. Le jugement lui-même n'est pas la mesure, c'est-à-dire vous pouvez faire des mesures et ensuite en tirer un jugement. Oui, mais pardon. En fait, dans tout un tas d'évaluations, il y a des trucs qui sont inévaluables, en fait. Donc c'est vraiment du doigt mouillé, et donc ça relève du pur jugement. Subjectif, vous voulez dire, c'est ça. Arbitraire. Oui. Arbitraire, contrairement à la note en mathématiques, où vous savez très bien ce que le prof attend de vous, c'est que le résultat soit juste. Et là, il y a d'un côté l'évaluation objective, et de l'autre côté l'évaluation subjective. C'est l'évaluation subjective qui est tyrannique et parce qu'elle est arbitraire par définition. Alors justement, en fait, ce que je voulais finir de développer par rapport à la façon dont nous soumettons aujourd'hui aux évaluations et le déplacement du pouvoir en fait, que les évaluations exercent sur nous, il y a effectivement cet aspect-là. C'est-à-dire qu'en fait, les évaluations passent progressivement d'une évaluation de l'acte, de ce que nous faisons, c'est-à-dire donc ce que nous faisons est quelque chose qui est codifié, la façon dont nous le faisons doit remplir des normes qu'on peut contester, mais disons que sur la base de ces normes-là, vous êtes évalué. Et vous savez quelque part que ce n'est pas vous qui êtes évalué, mais ce que vous avez fait. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a cette distance entre ce que vous avez fait et ce que vous êtes qui est maintenu. En fait, pour moi, les évaluations sont restées pendant tout un temps dans cet ordre-là, en fait. C'est ça. Aujourd'hui, on évalue l'être de la personne. La note en maths, c'est ce que vous avez fait qui est évalué. Voilà. Non, il y a la démonstration aussi. Oui, mais on évalue aussi la démonstration. Oui, mais c'est ce qui c'est ça, l'enseignement de maths, c'est pas la note, c'est pas le résultat de l'opération. Mais c'est la démonstration qui est faite, c'est ce qu'on a fait qui est évalué, mais c'est pas la personne elle-même. C'est pas la personne avec ses savoir-être, avec... C'est pas la personne. Par contre, la personne, elle va en déduire
une évaluation qui lui est propre par rapport à un résultat qu'elle a produit. Absolument. Mais elle peut toujours maintenir la distance. C'est-à-dire que liberté lui est donnée de maintenir la distance entre ce qu'elle fait et ce qu'elle est, et de ne pas y croire tout à fait. À partir du moment où on évalue de l'être, et par exemple ce que vous voyez aujourd'hui qui est vraiment patent, c'est que dans les évaluations dans l'entreprise, évaluation par compétence, en fait, ce sur quoi l'entreprise se concentre, ce sont les savoir-être. Le savoir-être, c'est quoi? C'est en fait justement ce qu'est la personne. Donc ce sont des évaluations qui prétendent évaluer qui vous êtes, qui prétendent vous évaluer sur ce que vous êtes. Exemple, avec quelle manière vous faites passer votre enthousiasme pour telle ou telle matière? Ça pourrait être ça aux États-Unis, par exemple, ils en sont là, c'est-à-dire à évaluer comment un enseignant crée l'enthousiasme chez ses élèves. Vous voyez, sa capacité à susciter l'enthousiasme. Ce qu'on pourrait appeler dans l'entreprise un leadership, vous voyez. On évalue le leadership de quelqu'un. Voilà. Alors effectivement, quelqu'un qui... déjà, évaluer le leadership de quelqu'un, c'est très difficile à c'est évaluer. très compliqué. Et en plus de ça, pour le coup, c'est très compliqué pour la personne de se détacher de cette évaluation pour se dire oui, mais enfin, moi, je ne suis pas ce qu'on a évalué chez moi. Moi, je me souviens à une époque où il était question, c'est plus encore le cas, c'est plus le cas aujourd'hui, mais il était question dans le monde enseignant d'introduire en fait l'évaluation par le chef d'établissement, l'évaluation pédagogique par le chef d'établissement. Donc certains avaient déjà commencé. Chez nous, on en avait une qui pratiquait les méthodes managériales et qui commençait en fait à nous parler de nous pour nous dire que si on n'était pas à la hauteur, c'était parce qu'on était comme ci ou comme ça. Donc elle avait dit à une collègue, qui était une excellente professeure de mathématiques justement, que peut-être qu'elle devrait travailler sa timidité parce que quelque part c'était un obstacle professionnel pour donc sa performance, etc. Et voilà, ce genre de choses déstabilise profondément quelqu'un. Parce qu'on peut vous dire, voilà, vous arrivez en retard, on peut vous dire, vous n'appliquez pas les règlements, vous ne donnez pas assez de devoirs, vous ne les donnez pas dans la... Bon. Mais dire à quelqu'un, vous êtes trop timide, il va falloir travailler ça pour l'année prochaine, parce que sinon ça ne va pas bien se passer, évidemment, vous mettez la personne dans une situation dans laquelle elle ne peut plus créer la distance entre cette évaluation et ce qu'elle est. Et elle n'a pas non plus vous voyez, les moyens de se transformer pour être ce qu'on voudrait qu'elle soit. Donc là, il y a véritablement quelque chose qui se passe. Madame? Oui, en fait, dans tout ce que vous avez dit, vous avez beaucoup parlé de l'évaluation de l'enseignant, des élèves par l'enseignant. Oui, mais c'est parce que c'est pour prendre des exemples, parce qu'en l'occurrence, comme je connais cet exemple de l'intérieur... Alors, il existe en France, et même pas aux États-Unis, l'inverse. Moi, je suis dans l'enseignement supérieur privé depuis 2000. Et quand j'ai dû quitter le public pour aller vers l'enseignement privé, l'une des premières choses qui m'avait vraiment choquée, c'était à la fin de chaque semestre. Donc, les étudiants nous évaluaient. Et les questions, donc quand on avait le question, à l'époque au moins, c'était l'enseignant, le dernier jour de son enseignement, il va distribuer le questionnaire. Donc on voit déjà les questions, on peut s'amuser à regarder les réponses des étudiants. Et c'est après, on le donne à l'administration. Moi je me rappelle la première fois, il y avait des étudiants, 2 ou 3, qui avaient écrit, moi je suis en mathématiques, qui avaient écrit, on aimerait avoir des professeurs qui parlent français. Et Dieu sait si à l'époque, moi je passais pas mon temps à les corriger en français. Je ne le fais plus, parce que franchement maintenant il y a un autre niveau, il y a un meilleur niveau en termes de français. Maintenant par exemple, donc ces dernières années, il y a 4-5 années où dans ces écoles, ces grandes écoles, en particulier de commerce, mais ça se fait aussi dans les écoles d'ingénieurs, donc on est très américanisé. Tout ce qui est américain est bon. Donc on ramène, on exporte leur questionnaire, je pense, et tout ça. Dans le questionnaire, il y a ce que vous avez dit, on dit par exemple, est-ce que le professeur a réussi à vous intéressé à la matière? Est-ce qu'il a réussi à vous motiver? Donc moi j'ai gardé un des questionnaires et puis maintenant, donc là je viens de passer 3 années d'une école où je suis partie. En fait on m'a proposé de partir et le jour où on m'a proposé de partir on m'a dit vous êtes entre 55, en fait à peu près à 55%. Donc j'étais déjà plus de satisfait, d'étudiants satisfaits. Et c'est pas mal quand on arrive à 55. Pour moi, c'est pas mal en mathématiques parce que les étudiants, ils détestent ça en général. Et puis, donc, quand je regarde, il y a un mélange dans les questions sur la matière elle-même, sur donc l'enthousiasme, sur les étudiants, leur niveau, comment ils sont venus avant, qu'est-ce qu'ils avaient comme niveau du lycée.
Et puis, comment on fait ça? C'est exactement, c'est plus nous, on distribue pas, on voit rien du tout. Tout se fait, donc les étudiants sont devant des machines, ils remplissent, donc ils sont à l'aise. Et en plus, on leur fait ça le jour où ils ont leur examen dans la matière. Donc ils sont hyper stressés et ils se défoulent sur les enseignants. Et l'administration est très contente. Donc là, et en fait, et c'est vraiment utilisé comme un moyen de répression, de dictature, et on surveille beaucoup d'étudiants. Alors ils savent à quel moment vous arrivez, ce que vous avez dit, si vous avez tous à un moment donné, etc. Donc c'est extrêmement dur. Hein. Et ce qui a aussi changé par rapport à 2000, moi je sais qu'en 2000, quand on donnait ces questionnaires aux étudiants, on évalue le groupe. Il y a les notes hein, pour chacun, mais en plus on va dire qu'est-ce qu'on pense du groupe, comment il a travaillé, s'il a été discipliné, etc. Et puis là, plus rien. Ça nous est complètement égal ce que vous pensez du groupe et ce que vous pensez des étudiants. Donc tout ce qui les intéresse en fait, c'est que les étudiants, ils voient de nous et après, il y a des réunions, nous on n'assiste pas du tout, mais on sait les étudiants, après ils nous disent, les étudiants ils ont dit ça et ça. Voilà, pour vous dire un peu... Et donc on est plutôt dans le chemin inverse, c'est plutôt les étudiants qui ont un grand pouvoir par rapport aux enseignants, qui vont les juger, qui vont écrire des choses, et l'administration ne viendra pas discuter avec nous de ce qu'il en est, et surtout les conditions. Quand on va dans un examen, on n'a pas la tête à écrire de belles choses sur la matière sur laquelle on est en train d'être examiné. C'est la question de la popularité d'une école, hein, surtout en Amérique. Mais c'est aussi la popularité sur Facebook, c'est toutes ces méthodes de popularité. Hein, et du coup, et donc la concurrence par rapport aux autres. Donc finalement, ça se monnaie tout ça. Tout à fait. Et en fait, effectivement, on est beaucoup d'enseignants qui réussissent très bien, ils sont dans la séduction. Ils vont essayer de plaire aux étudiants. Et franchement, personne ne regarde vraiment le travail qualitatif. Et d'ailleurs, si vous faites un travail qualitatif, vous êtes ennuyé de toutes les façons. Hein. Ça, c'est sûr. On n'a pas trop ça. Mais si vous êtes dans la séduction, ça marche bien. Donc il faut savoir, ce sont des étudiants qui payent. Hein. Ils payent 7 000, 8 000 euros. Donc c'est des clients, et on vous le dit. On vous dit le client est plus important que vous. Hein. Oui. Mais là, ce que vous dites est très important, parce qu'effectivement, ce qui est devenu le modèle quoi, des évaluations managériales, c'est le commerce. C'est-à-dire que ce sont ces évaluations-là qui sont pensées sur le mode du commerce et qui envahissent aujourd'hui la société dans son ensemble. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est on voit bien sur cet exemple comment est-ce qu'une évaluation peut passer effectivement du contrôle de l'application d'une norme. Vous voyez, quand vous êtes par exemple inspecté, voilà, il y a des normes et on contrôle si vous appliquez ces normes, qui sont des normes qui ont un caractère démocratique, républicain, dans le sens où un mécanisme démocratique a permis qu'elle soit déterminée. C'est-à-dire que il y a tout le mécanisme de la démocratie délibérative derrière l'émergence de ces normes. Alors que dans le système que vous décrivez, c'est un système dans lequel tout le monde évalue tout le monde. Il n'y a plus de normes, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est censé résulter de cette évaluation, c'est quelque chose qui se serait spontanément livré au mécanisme de la concurrence. Qu'est-ce qui réussit le mieux selon tous les points de vue. Ce qu'on appelle d'ailleurs en management l'évaluation à 360 degrés, vous voyez, qui serait censée être l'évaluation la plus complète possible, parce que c'est l'évaluation à la fois des pairs par des inférieurs par les supérieurs, des supérieurs par les inférieurs et des pairs les uns par les autres. Vous voyez, donc vous avez fait tout le tour, 360 degrés, vous avez fait le tour des évaluations possibles. Et ça apparaît effectivement comme ça, on va dire, dans une logique un peu simpliste, ça apparaît comme l'évaluation la plus complète possible. Vous voyez, c'est-à-dire celle qui donne tous les points de vue. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, il y a bien quelqu'un derrière qui va décider de la lecture de ces évaluations. Vous voyez, parce que qui est-ce qui a fait ces questionnaires? Qui est-ce qui va les lire et qui est-ce qui va en déterminer un pourcentage à 55% de satisfaction? Vous voyez, c'est-à-dire, en réalité, c'est pas les étudiants qui choisissent. En réalité, c'est bien sûr le manager qui lui-même décide qu'est-ce qu'il va faire de cette matière-là. Donc c'est pas du tout à 360 degrés. Et c'est vrai que moi j'ai vécu celle de 360 degrés, c'est ce qui manque pour le moment ici en France, mais je pense qu'ils vont peut-être l'amener après, parce que ça se fait aux États-Unis. C'est ce qu'ils appellent le peer-to-peer. J'ai enseigné en Arabie Saoudite, encore malheureusement dans une institution privée. Et là, on avait donc la troisième dimension qui nous manquait ici, en fait. C'était quand on était évalué par nos propres collègues. Et là, c'était la course parce on devait avoir à peu près 1 mois et demi et on devait faire 10 évaluations de nos collègues. Alors, ça arrive à des choses terribles, c'est qu'il y en a qui sont corrects, qui vous disent « Je vais passer tel jour à tel moment, tu veux bien ?»
Tu dis bien sûr ok, bien sûr, on dit toujours ok. Mais il y en a un jour, moi je me rappelle, un jour, j'avais le dos tourné, j'expliquais quelque chose, je me retourne, j'avais que 10 princesses, hein, c'était dans une école de princesses, malheureusement pour moi. Et là, je vois quelqu'un, et je me dis, mais cette dame, c'est quoi elle fait de... Honnêtement, je croyais que c'était une secrétaire. Et je n'ai jamais su, en fait, elle a assisté à mon cours, elle ne s'est pas présentée. C'est plus tard que j'ai su que c'était une collègue, c'était une prof de psychologie, elle avait un doctorat en psychologie, et elle était venue dans ce cadre-là où elle devait avoir 10 évaluations, et donc elle devait remplir. Et donc elle avait rempli, et c'était vraiment assez... Alors, en fait, non seulement on devait pleurer aux étudiants, mais on devait pleurer aussi. Il vaut mieux ne pas avoir d'ennemis parmi les collègues. Donc c'est vrai, c'est le 360, c'est ça qui manque ici. Je ne l'ai pas encore vu, hein. On n'a pas vu encore. C'est pas vraiment un manque. Mais dans l'entreprise, ça se développe. Hein. Mais ce qui est bizarre, c'est que, par exemple, moi j'ai été écouter ma collègue par amitié en même temps pour diminuer le nombre pour elle qui vient d'évaluer, et je lui ai demandé de venir pour moi aussi. Et elle faisait les sciences de l'éducation. Peut-être que je peux encore comprendre un peu les sciences de l'éducation. Mais c'est comme des gens qui viennent et qui ne comprennent rien à la matière. Moi, je ne comprenais pas. Alors, voilà. Oui, bien sûr, ça aussi, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'objectif à ce qu'un étudiant qui vient en touriste nous évalue? Absolument, absolument. Et donc, moi, je me rappelle l'extrait, c'était des étudiants dans cette... Elle avait eu, ce jour-là, 2 étudiants. Il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir. Ah non, mais c'était très intéressant. Et elle avait 2 étudiantes, et ce jour-là, et en plus, elle m'avait dit après que c'est une des étudiantes ne venait qu'exceptionnellement. Et pourtant, elle a bien été évaluée par ces étudiants qui, effectivement, ne viennent pas tout le temps. C'est assez aberrant. Oui, je m'excuse, je vais peut-être être un peu long aussi, mais vous parlez beaucoup, enfin, je m'associe tout à fait à ce que vous dites sur la critique de l'évaluation comme un outil de pouvoir extérieur. Il s'agit, dans ces cas-là, d'être évalué par quelqu'un d'autre. Mais il y a d'autres formes d'évaluation. Je voudrais citer 2 exemples. La première, supposez une réunion des alcooliques anonymes. Ils se réunissent le premier jour entre eux, et entre eux, ils définissent un certain nombre de critères pour dire on ira mieux quand on boira tant de quantité, le système sera efficace si... suivant la rapidité de guérison, etc. Ils se mettent d'accord entre eux pour des critères d'évaluation d'un certain nombre de choses. Le deuxième exemple, c'est l'auto-évaluation. Moi, j'apprends une langue vivante, sans que personne ne m'y oblige, ni rien du tout, et je peux très bien me fixer des critères d'auto-évaluation mesurables. Est-ce que je sais bien parler? Est-ce que je sais bien lire? Est-ce que je sais bien traduire dans un sens, dans l'autre? Est-ce que je connais assez de vocabulaire, etc. Alors, je voudrais savoir, par rapport à ces exemples, quelle est votre position finalement sur l'évaluation? Parce qu'il y a en gros, il y a trois possibilités. Il y a l'évaluation monocritère. Je suis d'accord, c'est totalement condamnable, enfin, c'est une caricature. Ensuite, il y a l'évaluation quantitative multicritère, comme on fait en psychologie aussi, pour, par exemple, caractériser l'intelligence. On va dire il y a l'intelligence créative, il y a l'intelligence conceptuelle, il y a l'intelligence géométrique, il y a l'intelligence manuelle, etc. Et puis, il n'y a pas l'évaluation purement qualitative. Mais est-ce que vous êtes pourquoi, finalement? Parce que si on en revient aussi à l'évaluation purement qualitative, c'est dangereux aussi. C'est dangereux. C'est très subjectif de dire « Ah ben oui, vous êtes bon, vous passez au pifomètre ». Quelle est votre position, finalement, politique, quoi, par rapport à ça? Est-ce que vous prenez l'évaluation multicritère quantitative, ou est-ce que vous rejetez toute évaluation quantitative? Ah non, absolument pas. Ni du reste, parce que ce que vous définissez là sur l'exemple des alcooliques anonymes, ce serait une évaluation qui justement serait de type démocratique. C'est-à-dire, oui. L'évaluation bureaucratique, on peut la critiquer de toutes les façons qu'on veut. Elle a ceci de profondément juste politiquement, qu'elle implique les mécanismes de la délibération démocratique pour établir les normes à partir desquelles on va évaluer. Je veux dire, ça c'est quelque chose qui permet justement d'avoir une évaluation plus juste qu'une évaluation qui va se faire sur des critères non définis ou sur des critères définis par une technocratie qui resteront complètement opaques, vous voyez, avec des lectures complètement opaques, etc., chose qui est le cas aujourd'hui. Donc,
d'un point de vue politique, je pense que on ne peut être que pour le fondement démocratique des critères d'évaluation. Vous voyez. Après, de toute façon, c'est complexe parce que à partir du moment où vous-même vous définissez vos propres critères d'évaluation, la question est de savoir aussi qu'est-ce qui vous détermine dans cette définition. Vous voyez, est-ce que vous n'êtes pas aussi en train de vous conformer à une norme que vous croyez être la vôtre, mais qui en réalité vous a été posée. Et c'est vrai que l'évaluation elle-même, elle fonctionne comme ça. Vous voyez, c'est par cette espèce de soumission volontaire à des critères qui fait que c'est compliqué de savoir si les critères que vous fixez en tant qu'élève ou en tant qu'apprenant ou en tant qu'individu, ce sont véritablement des critères que vous avez vous-même choisis ou ces critères qui vous sont imposés de façon idéologique. Vous voyez. Pour moi, en fait, c'est vraiment ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure sur la capacité à donner sens de façon multiple à ce que nous faisons. Et à l'intérieur de ça, il peut y avoir tout à fait des évaluations elles-mêmes quantitatives ou reposant sur des chiffres qui viennent participer à l'évaluation de la situation. Mais cette évaluation chiffrée, cette évaluation quantitative ne doit pas devenir le seul objectif pour lequel un travail est fait, pour lequel une activité est menée, pour lequel une personne étudie, etc. Parce que pour moi, c'est ça en fait qui est nuisible, et c'est comme ça que fonctionnent les évaluations managériales aujourd'hui, à partir aussi, voilà, quand même d'une domination économique néolibérale du monde. C'est pas non plus, ça tombe pas du ciel. On voit bien aussi à quelle logique ça participe. Alors, il y a monsieur, et puis vous. Oui, j'aurais envie de dire par rapport à ce qui a été dit, enfin, bravo pour votre description assez globale du fonctionnement. Par contre, est-ce que, comment dire, en fait, vous commenciez à le faire, mais quelle solution vous proposeriez pour une certaine forme de réenchantement des conditions oui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je vois bien ce que vous voulez dire. Parce que vous avez commencé à en parler, mais pas beaucoup. Oui. Parce qu'effectivement, même si on peut penser que ces évaluations exercent un pouvoir tyrannique sur nous, sur la société dans son ensemble, elles ne l'exercent pas sans nous. C'est aussi justement le fondement de ce pouvoir, c'est que c'est un pouvoir auquel nous participons. Mon analyse, ou mon diagnostic, disons, est que cette servitude volontaire est elle-même aussi l'expression d'une difficulté à donner sens aujourd'hui, c'est-à-dire d'un espèce de déboussolement un petit peu généralisé, de donner sens au travail, de donner sens à l'activité, de donner sens à nos vies. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a en fait une crise des valeurs derrière cette tyrannie de l'évaluation. Et du coup, c'est évidemment compliqué de penser une résistance dans la mesure où ça vient remplir un vide. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand sur un plateau de télémarketing, par exemple, on se bat pour la première place, on se bat pour... c'est aussi parce que c'est quand même compliqué de donner sens au travail qu'on fait toute la journée. Et à partir du moment où, même dans notre vie quotidienne, on entre dans cette logique de capital, vous voyez, je fais des études parce que je veux capitaliser des compétences, parce que je veux me rendre employable, je cherche à capitaliser mes amis parce que quelque part j'ai du mal à créer des amitiés profondes, vous voyez, cette logique en fait dans laquelle on est dans l'évaluation permanente parce que on a du mal à se satisfaire de ce qu'on fait, de ce qu'on est. La question est de savoir par où est-ce qu'on peut essayer de résister à cette tendance, et c'est forcément aussi un travail sur la capacité à redonner sens à nos situations, à notre travail, à nos existences, à nos vies, etc. Donc ça ne peut pas s'apparenter à une solution, vous voyez ce que je veux dire ?
C'est-à-dire que par rapport à ça, c'est compliqué de dire quelle serait la solution pour résister à ça. Donner sens à votre travail. Oui, mais si vous voulez, parce que vous avez commencé par parler du fait que comment dire, la société, l'éducation se construisait à une période donnée pour former un citoyen dans une république, dans un fonctionnement républicain. Par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, on a l'impression que... est-ce que c'est une forme de non-retour à une société plus vivante, plus qualitative, plus... Vous voulez dire, est-ce que le retour est possible ou est-ce que... Oui, voilà. Ouais. Alors moi, je pense que de toute façon, dans tous les cas, l'école républicaine, c'est pas quelque chose qu'on peut restaurer. C'est pas non plus une école qui est idéale, vous voyez, c'est-à-dire qu'on pourrait présenter, parce que souvent on fait ça, c'est-à-dire que quand on résiste à ce qui est actuel, on va idéaliser ce qu'il y avait avant, alors que c'était pas forcément idéal non plus, quoi. Donc il faut penser effectivement qu'est-ce qui pourrait permettre de créer, en l'occurrence vous parlez d'école, qui pourrait permettre de créer une autre école dans celle-ci. C'est-à-dire pas faire revenir ce qui n'est plus, mais à l'intérieur de celle-ci. Et alors là, effectivement, je lance dans mon livre des hypothèses, qui sont des hypothèses philosophiques, qui ne sont pas des hypothèses ni sociologiques, ni politiques, mais dont le fil directeur est que c'est justement en travaillant sur l'approfondissement de la situation qu'on peut redonner sens à nos situations. Approfondissement de la situation, ça veut dire déjà, dans un premier temps, prendre ce qui est notre situation comme ce qui doit être, c'est-à-dire ne pas critiquer, ne pas dire ça ne devrait pas être, mais prendre la situation comme ce qui doit être. C'est aussi quelque chose qu'on avait développé avec Miguel dans l'éloge du conflit, c'est-à-dire voilà, on a bien souvent tendance par rapport à nos réalités à dire ça ne devrait pas être comme ça, il ne devrait pas y avoir de négatif, il ne devrait pas y avoir d'affrontement, il ne devrait pas y avoir de violence, il ne devrait pas y avoir d'ennui, il ne devrait pas y avoir de concurrence, il ne devrait pas, vous voyez. Et à partir de ce refus en fait, de la situation, on va vouloir construire un monde tel qu'il devrait être, mais sans avoir d'appui pour pouvoir le construire. Donc déjà, notre idée, c'est que la situation telle qu'elle est, avec le conflit qui la traverse, doit être notre point de départ. Et en ce qui concerne, par exemple, le travail, il y a un sociologue très intéressant qui s'appelle Yves Clos, qui travaille beaucoup sur, justement, en psychologie du travail, sur la souffrance au travail, la façon dont, justement, nouvelle méthode de management, le travail aussi est tellement désincarné qu'il ne permet plus aux personnes de donner sens à ce qu'elles font. Il dit qu'un des principaux problèmes, c'est qu'on n'arrive plus à rentrer en conflit sur les critères du travail bien fait. C'est-à-dire il y a plus de conflit possible sur qu'est-ce qu'un travail bien fait, comment il pourrait être évalué justement aussi, comment est-ce qu'il pourrait être amélioré, quelles sont les solutions qu'on pourrait envisager pour l'améliorer, etc. Et cette absence de conflit crée la souffrance au travail, fait que du coup il n'y a pas d'évolution possible. Et donc il prône la possibilité que les communautés professionnelles reprennent en main en fait, le débat, le conflit sur les critères du travail bien fait. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir à l'intérieur même du travail un travail sur le changement, un travail aussi sur les critères d'évaluation, vous voyez, qui ne soit pas quelque chose qui nous soit imposé, mais quelque chose qui soit justement en lien avec les problèmes qu'on rencontre, avec la situation qui nous est donnée de traverser, etc. C'est ce que moi je décris en fait sous une notion que j'appelle la reterritorialisation, aussi par opposition à la déterritorialisation, qui fait que de plus en plus les évaluations vont être déconnectées en fait de nos situations de travail et ne plus nous permettre de donner sens justement à ce que nous faisons. Donc essayer de repartir sur des bases concrètes, des bases réelles, des bases situationnelles, quitte à ce que
effectivement aussi, les critères d'évaluation deviennent les nôtres, et non pas des critères qui nous sont imposés. Alors je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais ça peut permettre aussi d'illustrer ça. C'est, vous savez, les évaluations qu'on fait dans les hôpitaux maintenant pour certification, enfin ce genre de choses, vous voyez, pour classifier les hôpitaux. Ces évaluations, elles arrivent avec des grilles d'évaluation, quoi. Elles impliquent la mise en place de groupes de travail pour essayer de les remplir, donc l'auto-évaluation. Et derrière ces évaluations, il y a bien sûr toute une série de politiques qui sont mises en œuvre pour répondre, en fait, ou tirer les conséquences des résultats. Il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect de manipulation par le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir va créer ces évaluations pour ensuite mettre en œuvre des politiques qu'il a lui-même décidées. Mais il y a aussi un aspect dans lequel ces évaluations permettent aux gens, pour une fois, de se poser autour de pas mal de réalités, d'en débattre, de se rendre compte qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne voient pas les choses de la même façon. C'est aussi un vrai travail, un vrai début de travail sur la situation pour essayer justement de faire bouger les choses, dans lequel aussi les gens retrouvent du sens dans ce qu'ils font. Des tas de secteurs qui ne se parlaient plus se mettent à se parler, vous voyez, des tas de, comme je vous le disais, des tas de problèmes qui apparaissent sous un angle, apparaissent sous un autre, il y a un partage possible, Et malheureusement, ce travail débouche bien souvent sur le remplissage des grilles et c'est fini, quoi. Vous voyez, il y a aussi une autre possibilité, il y a un prolongement qui est possible, parce qu'il s'est passé quelque chose d'autre que remplir des grilles, qui est justement essayer à partir de là d'en tirer à la fois un diagnostic partagé, voire un conflit, vous voyez, c'est pas du tout exclu, et des changements. Mais des changements qui seraient justement plus territorialisés que les changements qu'on va décider du pouvoir à partir des conséquences qui vont être tirées du remplissage des grilles et des chiffres qu'on va en déduire. Vous voyez la différence des optiques ou des... Oui, c'est pour ça que je parlais de réenchantement. Oui. Alors moi je pense qu'il y a un travail possible dans ce sens-là, mais qu'il est compliqué parce qu'à la fois on n'y croit pas trop, quoi, parce que comme vous le dites, oui, il y a un désenchantement qui fait qu'on va remplir les grilles et après on va rentrer chez soi, quoi. Monsieur ? Je vous remercie de nous donner l'occasion de poser les questions qu'on voudrait poser à Miroir Benassayac, mais il est un peu trop fort pour qu'on puisse discuter. Je vais pas raconter ma vie, mais j'ai un moment intéressant. Je discute avec mon vieux prof de philo en ce moment, celui qui m'a armé pour un demi-siècle. Puisqu'à un demi-siècle, c'était un jeune prof de philo que vous savez, la Canal, qui nous expliquait que De Gaulle, c'était comme le Second Empire, la philosophie allait disparaître, on évaluait les gens, enfin bref. Et je constate qu'au bout de 50 ans, il n'a pas vraiment changé son discours, donc ça relativise les choses. Ce qui me permet de relativiser les choses, c'est que j'ai vécu dans une bureaucratie qui est la quintessence de la bureaucratie. Ministère de l'Éducation nationale, quand même la plus belle bureaucratie du monde, après les chemins de fer indiens et l'armée rouge chinoise. L'armée rouge russe a beaucoup... Et un poste, notamment, principalement secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur, université, et, ce qui vous intéresse plus, école normale supérieure et UFM. Alors, je peux vous dire que bon, dans la bureaucratie à la française, comme disait Crozier, il y a des marges de jeu pour tout le monde avant qu'on soit complètement tyrannisé. Bon, la situation économique aussi dans ces... J'ai observé la réforme administrative depuis 50 ans. La situation économique a changé par rapport à la période de début. Bon, et ce qui me semble absent de votre discours, c'est les réalités économiques. La compétition, comme disait Jacquard, et la concurrence, c'est peut-être l'horreur, mais c'est partiellement nécessaire, et parce qu'il y a réellement concurrence et compétition. Et quand vous dites quantitatif, il faut dire les réalités. Il s'agit d'économique et comptable. Et dans les services publics, c'est comptable. Les réformes administratives depuis 50 ans ne se font que sur des bases comptables. Et tout le monde le dit, y compris les acteurs. Et donc, mais c'est une réalité. Le salariat, par définition, c'est une servitude volontaire. Et on est presque tous salariés, on est presque tous été salariés. L'employabilité, c'est la demande sociale des parents consommateurs d'école. Il s'agit d'avoir un emploi rémunéré. Et c'est plus dur. Comment prendre en compte des réalités comiques que tout le monde voit, c'est-à-dire les discours prophétiques qui sont justes,
sous angle de tir, il faut les absorber. Par ailleurs, il me semble, dans la continuité, puisque quand vous dites aujourd'hui, il me semble que il se passe des choses dans la société française, notamment, que votre discours sur l'arrivée du mouvement management public et des nouveaux managements anglo-saxons, vos références à Thatcher et Reagan ne sont pas tout à fait la réalité. Il se passe des choses très intéressantes dans l'entreprise sous l'œil de la crise économique. Vous me direz où est la question, je ne sais pas, mais enfin... De toute façon, ça vous permet de répondre à une question que je n'ai pas posée. Oui, c'est un peu... Cela dit, non, c'était pour vous faire parler, peu importe la question. C'est pour me faire parler. Vous voulez parler, monsieur? C'est vous, oui. Je peux avoir une réponse, mais si je n'ai pas posé de moi, question. ce qui me gêne, c'est que vous fusionnez deux choses qui sont vraiment distinctes, c'est-à-dire l'évaluation comme outil de pouvoir et l'évaluation comme outil de mesure scientifique. Et c'est vraiment pas les deux évaluations n'ont pas du tout les mêmes objectifs, ils n'ont pas le même objet. Oui, mais elles ne sont pas déconnectées. C'est-à-dire que... c'est-à-dire que il peut y avoir des liens entre les deux, mais quand vous faites une mesure, si vous voulez, moi je travaille dans l'aéronautique, et si vous faites une erreur, ça sera pas bon, quoi, et l'avion il va aller au tas, et donc là votre évaluation elle sera nette et précise. Par contre, il y a tout un tas de métiers, genre dans l'éducation nationale, la philo, machin, tous ces trucs-là. Alors là, on peut s'en tirer par une pirouette, et effectivement, là, c'est beaucoup plus la capacité sociale à faire valoir son point de vue, à embobiner les autres, qui vont être déterminants, parce que justement, c'est pas évaluable scientifiquement, objectivement. C'est pas évaluable par un ingénieur. Voilà, c'est pas... Mais c'est pas forcément évaluable. Non, j'ai trouvé ma question c'est, et la politique là-dedans, que peut-elle faire? Qu'est-ce que vous entendez par la politique? Parce que là, vous parliez plutôt des réalités économiques. Vous voulez dire que la politique aujourd'hui, de toute façon, est soumise? Non, je ne dis pas qu'elle est soumise. Est-ce qu'elle est soumise, justement? Est-ce qu'il y a un marge est-ce que la politique peut encore quelque chose pour nous? Oui, mais ça, dans quel sens? Ça dépend ce qu'on entend par politique, parce que si vous voulez, on peut entendre politique au sens de la politique de ceux qui se sont spécialisés dans la direction des sociétés, vous voyez, donc des hommes politiques. Mais ça peut être aussi la politique au sens où tout un chacun peut faire de la politique, c'est-à-dire que quand vous vous posez collectivement la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire là dans cette entreprise, qu'est-ce qu'on va faire dans cet établissement scolaire, qu'est-ce qu'on va faire dans cet hôpital, pour faire en sorte d'être à la hauteur des problèmes qui se présentent, vous faites de la politique aussi. Et c'est en ce sens-là que, il me semble que ce que je disais sur la reterritorialisation, c'est déjà un discours politique. Mais c'est un discours politique au sens où, si vous voulez, au sens où la politique, c'est la question de chacun. C'est pas seulement une question technique qui concerne des dirigeants et qui concerne... c'est vrai que moi, par rapport à la question technique politique, j'ai pas vraiment de réponse. Enfin, j'ai pas vraiment de solution et j'ai pas non plus... voilà. Oui, je pense que c'est quelque chose qui... enfin, je pense que le domaine politique, au sens de la politique, de la technique, vous voyez, c'est un domaine parmi d'autres qui participe à la politique générale d'une société, mais c'est pas le domaine où tout se décide et où tout se joue. Oui, comme je suis satisfait par votre réponse, je pense que c'est une réponse. Voilà, quand par exemple, je sais pas, la loi pour l'avortement est décidée, c'est déjà le reflet d'une société qui a évolué, dans lequel c'est devenu possible. Alors bien sûr, c'est très important d'avoir politiquement décidé cette loi, mais c'est pas ceux qui ont décidé de cette loi, ou c'est pas les mécanismes politiques, démocratiques qui ont permis la décision de cette loi qui sont les seuls en cause dans le fait qu'elle soit possible. Oui, moi je voulais revenir sur ce que vous avez dit parce que vous avez parlé d'aéronautique et que l'évaluation ça a un sens, mais enfin moi ce que je vous dirais c'est qu'on ne faisait pas des MiG en URSS comme on faisait des F-16 aux États-Unis. Ouais. Je suis sûr que quelqu'un qui passait une évaluation réussie sur un F-16 aux États-Unis aurait très bien pu se planter, mais complètement sur
sur la manière, enfin une évaluation pour pas commettre d'erreurs graves sur un MIG. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'évaluation scientifique mesurable, je pense qu'à un niveau ou à un autre, elle reste vraiment relative, elle n'existe pas. Voilà, je pense qu'elle n'existe pas. On ne peut pas évaluer quelqu'un sur son aptitude à pas faire de défaut technique sur un avion. À mon avis, on va l'évaluer sur son aptitude à pas faire de défaut technique sur un avion qu'on sait construire dans tel domaine culturel ou dans tel contexte culturel. Voilà, notamment intellectuel. Et, attendez, excusez-moi. Et ce que je voulais dire, c'est que enfin, c'est peut-être pas ce que vous vouliez dire. Mais, il y a des règles qui sont valables tout le temps, quoi. Que ce soit aux États-Unis ou en URSS, sur un MEG ou sur un F-16, vous avez des avions qui vont voler ou pas. Alors plus ou moins bien, plus ou moins performant, tout ce qu'on veut. Mais ça va voler ou pas. Il y a des pays qui ne savent pas construire des avions parce qu'il n'y a pas les moyens humains derrière qui appliquent des règles scientifiques établies, prouvées, vérifiées, démontrables. Oui, non, mais je suis d'accord que dans les deux cas, il faut que l'avion vole, mais ce que je veux dire, c'est que dans les deux cas, quelqu'un qui saura dire ici volera là, le F-16, il ne saura pas dire que le mix fera voler. Quoi. Et non, je crois pas, justement. Et je pense, enfin, bon, c'est ce que je pense. Dans la hiérarchie, l'avancement, le mix est une opération politique avant d'être un avion, non ? Et le rapport à l'information, etc. Non. Oui, c'est bien pour ça qu'une évaluation ne se transpose pas d'un lieu à l'autre. Et je pense que l'évaluation, c'est un moyen d'assurer une suprématie dans un domaine. C'est-à-dire que pour ceux qui font l'évaluation, c'est un moyen de sélectionner celui qui est comme moi et qui va pérenniser ma manière de faire à moi. Oui, c'est possible. Et qui va exclure les autres modes d'intelligence qui pourraient aussi avoir leur propre créativité, même dans le domaine technique, mais qui vont être en concurrence avec ma manière de faire. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir remettre en question la suprématie technique que moi j'ai dans tel domaine. Voilà. Et moi je vois ça, moi je suis prof de maths par exemple, je suis prof de maths et de physique. Et j'ai un problème de ce genre-là, c'est que j'ai une classe de seconde. Et moi, je leur enseigne des méthodes très conventionnelles de résolution d'équations, de mise en équation d'un problème et de résolution. Donc j'ai des élèves très scolaires, studieux, qui m'écoutent, qui réappliquent la méthode et ils assurent. Et puis j'ai un autre élève, il trouve les réponses aux problèmes, il les trouve vraiment. Mais il n'y a pas moyen, il est complètement en désaccord avec ma manière de procéder. Et il fait toujours à sa manière. Et je vois bien qu'il a des modalités intellectuelles qui, quelque part, sont performantes. Mais parce qu'elles ne sont pas valorisées par le système et par le système d'évaluation, c'est quelqu'un qui va être rejeté, on va estimer qu'il ne va pas pouvoir être ingénieur ou technicien ou je ne sais quoi. Donc, je suis sûr que même à ce niveau-là, l'évaluation dite scientifique, qu'il existerait une évaluation scientifique, comme quoi on peut objectivement dire que quelqu'un est qualifié pour tel ou tel domaine. Je ne dis pas que c'est complètement faux, mais je dis que ça garde un caractère relatif de toute façon. De toute façon. Et que je pense que ce qui précède toute volonté d'évaluer, j'allais dire grossièrement, c'est une volonté de pouvoir, ou du moins d'assurer une suprématie, même au niveau technique. On a beau dire oui mais c'est scientifique, c'est technique, non, je suis sûr qu'il y a quelque chose au-delà de ça, quoi, et que ça c'est juste un paravent derrière lequel on se protège. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je pense que peut-être que quand on pose la question de l'évaluation, on l'aborde peut-être avec un préjugé tenace, on se rend compte que c'est un préjugé, qu'une évaluation scientifique objective existe, que c'est quelque chose à trouver, alors que peut-être ça ne se trouvera jamais. Donc peut-être qu'il faut réévaluer nous-mêmes la possibilité de s'émanciper en travail, en dehors de toute forme d'évaluation, et ce qui pourrait être le gage que quelqu'un est compétent, par exemple, c'est ma foi son expérience. Vous avez passé 5 ans, je sais pas moi, dans votre garage à construire des éoliennes, j'en sais rien, ça marche, ça fonctionne. On pourrait dire dans une certaine mesure, votre expérience, enfin je sais pas, vous n'avez peut-être pas fait d'école, vous n'êtes pas diplômé de telle école d'ingénieur, mais apparemment, vu que vous faites des choses qui marchent, moi-même je ne ferais peut-être pas comme vous, mais apparemment vous êtes qualifié. Donc, on pourrait très bien donner la qualification, voilà, en dehors de tout processus de scolastique ou de diplôme ou de je ne sais quoi. Mais c'est un petit peu, cela dit, quelque chose qui aujourd'hui est mis en place à travers notamment la reconnaissance, enfin la validation des acquis de l'expérience. Vous voyez, enfin il y a cette oui, mais idée, toujours à l'intérieur d'une culture de travail type. Voilà. On ne vous la donnera pas, même si éventuellement vous avez des compétences, mais si elles ne collent pas avec les manières de faire du milieu où vous êtes, vous ne la reconnaissez pas. Ça n'exclut absolument pas l'existence de normes, en fait. C'est-à-dire, ça n'exclut pas le fait que la reconnaissance, enfin, je termine ce que je disais,
que la reconnaissance ou la validation des acquis de l'expérience doit rentrer dans une norme d'employabilité définie et ça vient en quelque sorte du coup détruire quoi, le rêve qui était celui de l'éducation populaire ou même celui de la lutte ouvrière, vous voyez, qu'on allait reconnaître les acquis de l'expérience, mais dans un sens beaucoup plus ouvert sur la créativité, la création sociale, etc. C'est-à-dire pas dans un avenir fermé ou déterminé par des critères idéologiques. Je voulais dire quelque chose et ça m'a échappé, du coup c'était par rapport à... Ah oui, voilà, c'est sur l'évaluation et sa prétendue objectivité. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est vrai que cette objectivité, le fait que évaluation aille avec l'idée d'objectivité, c'est un élément de pouvoir. Le fait que l'évaluation transporte avec elle l'idée que c'est la vérité, vous voyez. Oui, mais sauf qu'il y a des critères qui sont objectifs, qui sont objectivement objectifs, je dirais, alors qu'il y en a d'autres qui sont objectivement indémontrables. Et effectivement, toute l'astuce du pouvoir est de faire croire en la scientificité de critères complètement subjectifs de façon à les asséner comme une règle démontrée du type 1 + 1 = 2, quoi. Et c'est là qu'est le vice, c'est qu'il y a vraiment deux types d'évaluation bien différentes. Il y a une évaluation scientifique et il y a une évaluation à but de pouvoir, quoi. De la même manière que l'exerçait finalement la religion, parce que quand vous avez parlé de Bentham et son panoptique, ça m'a fait exactement penser à la religion avec le Dieu unique, qui voit tout, qui voit ce que vous faites, et qui contrôle votre comportement, ce qui vous permet finalement d'avoir des normes sociales, des normes de comportement en société. Vous n'allez pas tuer, vous n'allez pas voler, ou alors vous allez culpabiliser si vous faites des trucs qui dévient du chemin qu'on vous a assigné. Donc voilà, en fait je pense que la mort de Dieu, on est en train d'essayer de remplacer ça, effectivement, ce contrôle social qui était exercé par la religion, on le remplace par une espèce de dieu laïque de l'évaluation. Pour terminer, ce que je voulais dire, en fait, l'évaluation, à partir du moment où elle devient centrale dans le travail, où elle devient centrale dans la politique, où elle devient centrale dans l'école, enfin ce qui a d'abord été le cas, c'est un enjeu social. Vous voyez, elle porte avec elle des enjeux nécessairement sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, de toute façon, moi quand je parle d'évaluation, je parle forcément d'évaluation au sens où l'évaluation va impliquer des mesures internes à ce qu'on appelle les sciences sociales. Oui, mais on sait très bien que dans les mesures, quand l'évaluation est un outil de pouvoir, on sait très bien qu'on va biaiser l'outil de mesure de façon à ce qu'il se plie au résultat qu'on veut obtenir. Alors, justement, ce que je voulais simplement 80% d'une classe d'âge au bac, et ben qu'est-ce qu'on fait? On va dire, bon, ils n'arrivent pas à aller à ce niveau-là, crac, on va dégrader le niveau d'exigence et on va arriver au résultat qu'on a vu. On va dire, vous voyez, on est super bon, on est arrivé à nos 80% de... Ce que je voulais simplement dire... Le pouvoir politique, pour le coup, c'est les profs. C'est les profs qui relèvent les notes. Oui, non, mais c'est leur pouvoir politique. C'est leur pouvoir politique. Vous pouvez discuter après. Parce qu'il y a encore d'autres demandes de parole. Excusez-moi, mais je voulais juste terminer, on a un quart d'heure. Une petite précision, c'est qu'en fait, si vous voulez, indépendamment même de la lecture qu'on peut faire de cette évaluation en disant elle exerce un pouvoir, etc., de toute façon, évaluer en ce sens, c'est-à-dire au sens où il y a un enjeu social derrière, implique nécessairement 3 opérations. D'une part, une détermination de catégorie, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez évaluer. Et quand on évalue par exemple le nombre de chômeurs, il faut savoir que la catégorie de chômeurs, elle a été construite socialement. C'est-à-dire c'est pas une catégorie qui va de soi. On va mettre ensemble des personnes qui n'ont pas forcément grand-chose à voir, vous voyez, on va les catégoriser, quoi. Deuxièmement, un choix de critères à partir desquels on va évaluer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on évalue, quels sont les critères à partir desquels on va évaluer la situation, on va évaluer, voilà. Et en dernier lieu, une lecture, une interprétation des résultats. C'est-à-dire que si vous avez des chiffres, même si vous avez quelque chose de purement quantitatif, vous êtes obligé d'en tirer
une conséquence, c'est-à-dire d'en tirer un sens. Et c'est forcément une interprétation. Une interprétation implique d'autres interprétations possibles. Donc il y a ces trois opérations qui sont forcément qui font que l'évaluation n'a rien d'objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Elle implique ces trois opérations. Et après, effectivement, on peut tout à fait imaginer qu'elle devienne un instrument de pouvoir, etc., etc. Parce que l'évaluation peut être honnête ou malhonnête. Eh bien, l'évaluation malhonnête, c'est tout simplement l'évaluation qui se donne pour un résultat automatique. C'est-à-dire celle qui ne dit pas, voilà, l'interprétation, elle est parmi d'autres possibles, la catégorie, elle a été construite, les critères ont été choisis. Vous voyez, celle qui ne donne aucune visibilité sur ces trois dimensions de formatage de l'évaluation est une évaluation qui nécessairement est malhonnête. La seule évaluation honnête, c'est celle qui dit, voilà, il y en a d'autres possibles. Bien sûr. C'est pour ça que les méthodologies, enfin dans les rapports à l'Assemblée nationale, etc., vous avez automatiquement la méthodologie de l'évaluation qui est fournie également, de façon à ce qu'elle puisse être critiquée. Avec les conflits d'intérêts des personnes qui les font. Oui, vous avez cité Michel Foucault, en filigrane Deleuze. Et il vous parlait de l'école. Alors tout de suite, je pense à la belle période de l'université de Vincennes, de 69 à 80, avec Châtelet, Foucault, Deleuze, où là, c'était plutôt une école, non pas à la Condorcet, mais à la Saint-Fargeau, donc avec une notation, aujourd'hui, ce serait les écoles de Freinet. Alors est-ce que ça serait pas des politiques de micro-résistance, ce serait pas du tout de l'utopie, mais de voir ce qu'il y a déjà de révolutionnaire dans le ici-présent, et de voir que les écoles de Freinet, et ces notations qui n'ont rien de nominaliste, savoir que Julie soit plus forte que Toto, c'est pas intéressant, mais que ça serait des notes collectives, ça serait pas du possible, et que ça ait bien marché. La faculté de Vincennes prouve que ça a formé des gens très, très compétents, très créatifs. Donc, que pensez-vous? Voilà, vous semblez dire que politiquement, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense que Deleuze et ses micro-résistances, que les écoles de Freinet, que la APED, l'Association pour une école démocratique, qui s'appuie sur des travaux sociologiques qui montrent qu'il y a la constante macabre, et qu'en fait, les évaluations... Enfin, en fait, que mon copain Nietzschean a complètement raison, que on ne questionne jamais la valeur des valeurs, et que l'évaluation en soi, c'est une valeur, mais donc il faut critiquer cette valeur-là, qui en fait, il y a des choses souterraines à ça, et que... je ne sais plus pourquoi je disais ça. Mais, non, mais vous disiez qu'il y a déjà des choses, en fait. Voilà. Oui, avec les écoles de Freinet, il y a du déjà présent. Bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et que pensez-vous alors de ces écoles de Freinet, cette association pour une école démocratique, et cette constante macabre, qui prouve que finalement, même un professeur qui pense bien faire, qui pense être probe ou je sais pas quoi, qui juge... En fait, on a montré qu'à la constante macabre, c'était triste à mourir. Enfin, je sais pas si vous connaissez la constante macabre. La constante macabre, non, ça a été découvert par un sociologue français qui montrait qu'il a créé une classe de meilleurs de la classe en 4e. Ils ont créé une classe ex nihilo des meilleurs élèves de 4e. Les professeurs ne savaient pas que c'était des champions. Et finalement, le premier mois en septembre, il n'y avait que des 20 partout. Et constante macabre, parce que c'est un tiers, un tiers, un tiers. Macabre parce que c'est triste à mourir. Ils ont montré qu'en juin, à la fin de l'année, finalement, il y avait un tiers des élèves qui étaient entre 0 et 10, un tiers entre 10 et 14, et un tiers entre 14 et 20. Parce que le rôle de l'école n'est pas c'est de classer. Voilà, donc c'est Bourdieu qui a bien montré ça sociologiquement, que l'école n'est pas du tout là pour transmettre de l'intelligence, contrairement à des écoles de Freinet. Elle est là pour créer de la hiérarchie, et donc il y a tout un mécanisme de psychologie cognitive qui explique pourquoi un professeur, il n'est pas méchant, mais simplement, comme il se croit libre à proportion qu'il ignore les causes qui les déterminent, c'est Spinoza, finalement il croit bien faire, et finalement il participe à la création de hiérarchie au sein de l'école. Si, tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas être naïf et penser que l'évaluation d'avant c'était bien. C'est-à-dire, depuis que l'évaluation a été instituée, elle implique un rapport un système de pouvoir qui effectivement classe, qui hiérarchise, qui discipline, etc., comme l'a très bien montré Michel Foucault. Par ailleurs, il y a effectivement aussi une autre façon, en l'occurrence, de penser l'école qui se développe, tout le courant de l'école nouvelle, avec des tas d'expériences, avec des choses qui marchent, mais qui à la fois ne sont pas, ne deviennent pas majoritaires, vous voyez, qui ne deviennent pas majoritaires, qui ont été en plus récupérées, parce que, par exemple, les compétences, c'est un bon exemple. Chez Freinet, on utilise la notion de compétence, mais dans un sens qui n'a rien à voir.
Et en fait, toute la dimension progressiste qu'il pouvait y avoir derrière cette notion a été progressivement détournée, récupérée par un discours qui utilise la notion de compétence dans la perspective de l'employabilité, donc pas du tout dans le même sens, etc. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup... Bon, ça m'a échappé, peu importe, mais... Bien sûr que des choses existent. Le problème, c'est que c'est pas du tout une tendance qui est gagnante, vous voyez. C'est une tendance qui des micro-résistances. Oui, mais en plus qui a tendance à s'épuiser un petit peu. Donc c'est en ce sens-là, si vous voulez, qu'il y a effectivement un travail à faire pour développer une résistance que... Pas dire que l'école Freinet, par exemple, c'est quelque chose qui se développe. 300 écoles, je crois, en France. Et Montessori, c'est son... Enfin bon, on va pas rentrer dans ces... on va pas faire un débat de chiffres, mais vous voyez. Alors, la question à laquelle je vais vous poser, donc il y a quelques éléments de la discussion qui ont un peu été mis en avant, c'est avez-vous des exemples d'entreprises performantes ou d'institutions performantes qui ne pratiquent pas l'évaluation ? Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir de la performance qui ne soit pas évaluable? C'est compliqué, votre question, parce que tout dépend de ce qu'on entend par performance. Alors ça peut être, si vous, in fine, ça peut se traduire par la satisfaction du client. Une SAC. Non, mais le problème, c'est que la performance, encore une fois, ça ne veut rien dire. Vous voyez, tout dépend comment vous la mesurez. Si vous mesurez la performance du chercheur par le nombre de publications dans des revues cotées, ça ne veut pas dire qu'il a trouvé quelque chose. Il peut publier des choses qui ont déjà été dites, ou alors lancer des débats inutiles simplement pour être publié. On va dire qu'il est performant, mais ça ne veut rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il sera mieux payé. Pardon? Quand il y a des pays où, scandinaves, où les élèves, les enfants ne sont pas notés, c'est des compétences, il n'y a pas de notes chiffrées. Oui, tout à fait. Ils sont choqués quand ils apprennent en France que dès le CP, c'est un pays scandinave, c'est tout. Maintenant, le CP, c'est plus A, B, c'est sur 20 maintenant. Enfin, ça dépend des écoles. Oui. Les enfants qui ne sont pas d'origine suédoise ou norvégienne, les enfants d'étrangers, les inégalités scolaires sont aussi grandes. Parce que les modèles qu'on véhicule là, c'est des modèles utiles pour nos enfants, quoi, des gens des classes moyennes. Et il s'agit d'enseigner tout le monde. Enfin, excusez-moi de reprendre la parole, mais c'est original, une réunion le 8 mars où on ne parle absolument pas de questions de genre, y compris dans l'évaluation. Oui. Ah, mais n'empêche que justement... Mais bon, je suis une femme. Exactement, ça sauve la mise. Comme vous avez l'autorité... Et philosophe par-dessus le marché. Vous avez l'autorité toutes les deux, vous êtes à la tribune, du coup... Ce qui est très rare. C'est les femmes qui parlent, voilà, c'est une autre façon finalement. Sauf dans le public, il n'y avait pas les questions femmes. De toute façon, le 8 mars, ça devrait être tous les jours de l'année, non? Comment? Le 8 mars, ça devrait être tous les jours de l'année. Quoi, un jour pour la femme? La moitié, parce que ça cantonne quand même les femmes à Noël, pas que la chercheuse, c'est qu'elle vous dit, je suis en train de chercher, j'ai trouvé ça, etc. Je continue avec ça, tandis que vous avez un chercheur, que par exemple, on voit à la télé, quoi. Lui, il a déjà trouvé tout. De temps en temps, on trouve à FR3 ou chez KDI ou ailleurs, on trouve une femme qui, elle, est spécialisée. Donc j'ai cherché ça, puis dès que ça aborde des questions générales, elle ne sait pas. Et tous les hommes un peu plus âgés se prennent tous au pied de quelqu'un et ils peuvent parler. C'est intéressant de pouvoir. Moi, je voulais juste revenir à la tyrannie de Excusez-moi, Britt, parce que quand même, en fait, je pensais que dans la question de monsieur, il y avait peut-être, même si la performance, ça pose problème en soi, il y a quand même une vraie question, à savoir, est-ce que l'évaluation est forcément est indispensable à la réussite d'une activité ou au succès d'une activité. Ou voilà. C'est-à-dire, c'est quand même aussi cette question que vous posez, quoi. Et moi, je pense justement que l'évaluation au sens où on l'a définit, c'est-à-dire une évaluation chiffrée qui met en concurrence chacun et chacun, a plutôt tendance à avoir des effets contre-productifs sur l'activité. C'est-à-dire que c'est pas du tout, non seulement c'est pas garanti que ça aide à faire mieux, mais c'est même pas garanti que ça serve à quelque chose. Et là, j'enchaîne sur un des derniers chapitres, je crois que c'est le dernier, évaluer tu dis.
Alors, bon, on connaît les suicides, on connaît les sociologues qui ont écrit, et les psychanalystes, Christophe Dujour, le premier, Souffrance en France, Vincent de Gaulle-Jacques, le mal-être au travail, etc. Mais pourquoi évaluer tu? C'est fort. Alors, en fait, j'ai repris cette expression au titre d'un colloque qui avait été organisé sur la question de l'évaluation. À l'époque où j'ai commencé en fait à réfléchir sur le livre, ça m'avait interpellée. Il y avait eu tout un colloque qui était d'ailleurs parrainé par... comment il s'appelle, ce philosophe très médiatique, son nom m'échappe tout d'un coup. Pardon? BHL. Exactement. Voilà. Oui, c'était parrainé par BHL, absolument. Il parle beaucoup de choses. Libertaire, en fait. Tout l'Ukraine, entre autres. Le révolutionnaire. Voilà, c'était un colloque qui avait quand même attiré beaucoup de professionnels qui avaient décrit de façon assez pathétique leur situation. Je me souviens notamment d'un chirurgien qui disait que les nouvelles évaluations l'empêchaient de faire bien son travail. Enfin, voilà, c'était quand même assez... Et dans cette idée qu'il y avait quelque chose justement de profondément non seulement inefficace, mais aussi nuisible dans ces évaluations qui vous entraînent à vous déconnecter de votre activité pour vous intéresser à une performance mesurable de façon extérieure de ce que vous faites. Et donc c'est effectivement de cette réalité que je suis partie pour écrire ce chapitre. Sachant que, bon, je ne pensais pas qu'au suicide, hein, bien sûr, il y a cette réalité-là, qui est d'ailleurs une réalité très préoccupante. Moi-même, j'ai des... j'en parlais un petit peu à Britt tout à l'heure, j'ai des connaissances à l'université qui sont en situation de souffrance au travail, il y a des suicides à l'université, des suicides au CNRS. Il y a une réalité très préoccupante aujourd'hui du monde du travail, pas seulement dans le monde de l'entreprise comme Orange, voilà, qui a été vraiment très médiatisé, mais aussi dans le monde de la fonction publique, de la santé. Le CNRS, c'est incroyable. La recherche. Vraiment incroyable. Des proches, des gens de Pôle emploi. Ah oui, voilà, bon, l'administration, effectivement. Voilà, donc il y a effectivement cette réalité. Hein, on voit que ces personnes qui sont soumises à cette espèce de déstabilisation psychologique qu'impliquent les nouvelles techniques de management, qui sont en permanence voilà, dans cette idée qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'il faut faire mieux, que quelque part, mais qu'en même temps ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour faire mieux. Vous voyez qu'on leur renvoie en permanence qu'ils ne sont pas ce qu'il faut être pour être là. Mais qui ne savent pas non plus ce qu'il faut être pour être là. Donc cette réalité psychologique du monde du travail et de l'évaluation en tant qu'instrument de mise en concurrence et de création de performance, etc. Mais en fait, moi, je voulais aussi réfléchir à la vie là-dedans. C'est-à-dire, et pas seulement la vie au sens de la vie individuelle, mais la vie au sens où on peut parler de vie sociale, de quelque chose qui, dans la société, fonctionne sous un mode organique, c'est-à-dire non mécanique, justement. Vous voyez, organique au sens où ça s'oppose au mécanique. Et là, il y a une grande tradition philosophique, depuis au moins le philosophe Kant, qui réfléchissent, qui pense la société avec des catégories qui sont celles de l'organisme. Et aujourd'hui, on dirait de la complexité. Le sociologue Edgar Morin a beaucoup fait pour populariser cette notion de complexité, qui renvoie notamment au fait qu'on ne peut pas... dans le cas d'un organisme, mais aussi dans le cas d'un élément organique de la société, on ne peut pas prévoir avec certitude les effets de nos actions, de ce que nous faisons pour obtenir justement des effets. C'est-à-dire qu'il y a une discontinuité entre la cause et les effets, une impossibilité de faire répondre l'action sociale à des lois nécessaires et absolument certaines. Et donc, l'évaluation a ceci de mortifère que justement, elle prétend soumettre un élément, que ce soit un individu ou que ce soit une entité,
quand on va évaluer un organisme, qu'on va évaluer un hôpital, bref, une action politique, vous voyez, elle prétend le soumettre justement à cette logique de détermination nécessaire des effets. Et il y a là quelque chose, justement, qui tue la vie sociale, qui tue la dimension organique de la vie sociale. Et donc ça, c'est quelque chose que, encore une fois, c'est une hypothèse de lecture, voilà, des méfaits de l'évaluation aujourd'hui. Et c'est, disons, l'hypothèse à laquelle je parviens, c'est-à-dire à laquelle j'ai fini par m'arrêter, à savoir qu'il faut essayer de penser une évaluation, justement, qui soit davantage intégrée à la vie sociale, mais qui ne prétende pas en prévoir les effets, qui ne prétende pas à la maîtrise des résultats, vous voyez, qui ne prétende pas à la maîtrise de tous les effets. Parce qu'en tant qu'elle participe, cette évaluation, à la vie sociale, elle peut effectivement participer à son déploiement, à son enrichissement, au développement de la puissance de la situation elle-même, mais pas en tant qu'elle prétend tout maîtriser, tout faire connaître et être un élément d'action décisif. Alors, je ne sais pas si ceci peut justement répondre à votre question sur le politique. Je pense là, vous avez une dimension de conservatrice, c'est-à-dire qu'on ne veut pas savoir finalement, alors que la démarche moderne, c'est justement cette démarche scientifique de s'attaquer au chaos du monde pour essayer d'en tirer des moines, des mécanismes, des principes et une prévisibilité. C'est un peu comme, là vous avez dans le domaine social, c'est un peu comparable finalement à la météo. C'est-à-dire la météo, vous allez pouvoir la prévoir à quelques jours près des fois, et puis ça peut être très utile. Au-delà d'un certain laps de temps, on sait que l'incertitude est totale. Et on a engagé des moyens de plus en plus importants pour allonger cet horizon de prévisibilité. Et dans le domaine social, c'est un peu la même démarche, quoi. Donc il y a ce souci d'avoir de régler des mécanismes sociaux. De la même manière qu'on va prévoir la météo. Oui, mais justement, le souci d'intervenir sur le monde et d'en maîtriser les effets, il est tout à fait légitime. À partir du moment où on ne fait pas place à l'incertitude, et notamment, parce qu'après, je ne vais pas rentrer dans les détails de la pensée de la complexité, mais il y a plusieurs principes en fait, qui ont justement été dégagés par Morin. Après, il y a beaucoup de gens qui travaillent justement là-dessus. Notamment, un des principes, c'est qu'en fait, quand il y a complexité, les éléments ne sont pas simplement les effets de causes extérieures, mais sont aussi eux-mêmes les causes, c'est-à-dire le rapport, pour le dire plus spécifiquement, le rapport entre le tout et les éléments est un rapport à double sens. Et le rapport des éléments entre eux, c'est-à-dire les éléments ont des effets les uns sur les autres, ont des effets sur le tout qui lui-même a des effets sur les éléments. Donc en fait, vous n'avez absolument aucune action certaine sur l'effet de l'ensemble, puisque que vous agissiez sur un élément ou que vous agissiez sur le tout, quelque part le résultat sera imprévisible. À ce moment-là, c'est la négation de la légitimité politique et démocratique. Puisqu'il n'y a rien de prévisible, il faut donc s'en remettre à des commandements de Dieu, par exemple... je veux dire, mais c'est comme ça que fonctionnaient les sociétés archaïques. Vous avez une règle qui a été donnée par Dieu, et on n'y déroge pas parce qu'en fait, on sait qu'on ne sait pas faire à côté. Non, parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas dans la certitude absolue que votre évaluation vous décrit la réalité totale, que pour autant vous ne pouvez pas être dans une action qui réponde à une certaine scientificité sans pour autant prétendre tout savoir, tout connaître des résultats, tout maîtriser et tout prévoir. Donc vous êtes dans le schéma de l'apprenti sorcier. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais je pense que je vais dans le bon sens. Allez hop. Non, moi je dis oui quand vous avez dit tout à l'heure. Il y a quelques phrases, je ne sais pas s'il va dans le sens de la politique, j'ai dit oui, si ça va, c'est bien la perspective. Vous tracez bien une perspective. Oui, tout à fait. De la vie, comme on dit dans la vie. Et il y a justement un sociologue qui
s'appelle Éric Monnier, qui a beaucoup travaillé là-dessus dans les années 80, à la fin des années 80, sur une évaluation qui intègre en fait, c'est-à-dire qui intègre la participation sociale, dans le sens où il n'y aurait pas un point de vue qui serait légitime pour avoir une vue d'ensemble de la société, mais tous les points de vue seraient légitimes pour produire eux-mêmes une évaluation, sans qu'aucun ne puisse dire voilà, c'est ça l'image même de la société, c'est ça la vérité sur la société, c'est ça la vérité, bon, ça peut être sur, je sais pas, n'importe quoi, une organisation sociale, sur une dimension, l'éducation, la santé. Il faut d'abord arriver à des diagnostics partagés. Pardon ? Il faut d'abord arriver à un diagnostic partagé pour que le groupe puisse après chercher la solution. Une hiérarchie des valeurs. Il faut quand même analyser, être en accord sur les faits, sur les réalités, pour qu'ensemble faire évoluer. Oui, mais ce diagnostic partagé est lui-même quelque chose qui peut évoluer. C'est-à-dire, c'est pas non plus... voilà, c'est ça la complexité aussi, c'est que l'avenir est fait de ce que nous faisons. C'est-à-dire que les causes n'existent pas à un instant T de façon définitive. Ce que vous allez produire comme effet va lui-même être cause d'effets que vous ne pouvez pas prévoir. Et en ce sens-là, si vous voulez, on peut arriver bien sûr à des diagnostics partagés, mais qui ne sont pas non plus la vérité sur la situation et qui ne nous garantissent pas du résultat. C'est simplement ensemble. C'est une façon de revitaliser le corps social, si vous voulez. Vraiment, l'évaluation est pensée à partir de là comme quelque chose qui a des effets sur la vie sociale, autant que nous permet une connaissance qui permet justement de maîtriser l'avenir. Vous voyez ? C'est un instrument de vitalisation du corps social, sans qu'on puisse savoir effectivement où on va réellement. Bon, sur ces paroles, on ne sait pas où on va, mais allons-y. Je voulais remercier Angélique Delray et on peut prolonger...